On est là pour parler d'un bricolage que je viens d'achever. Il s'agit d'un système d'éclairage pour vélo. Alors dans ce projet-là, je voulais partir d'un accu au lithium récupéré d'une vieille tablette tactile, 3,7 volts, et avec lui alimenter un point d'éclairage blanc à l'avant, un autre rouge à l'arrière, le tout étant alimenté par de l'électrolyte de contrôle faite maison, qui a pour rôle de maintenir les flux lumineux des deux points constants, y compris quand l'accu se décharge, donc baisse en tension. Alors sachez avant tout que vous n'avez normalement pas le droit de bricoler vous-même des éclairages pour vélo parce qu'il y a des questions de légalité, d'assurance en cas d'accident. C'est pas des trucs homologués, c'est du bricolage, mais ça n'engage que moi. Alors on va d'abord ici voir rapidement l'installation d'un point de vue physique. C'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le cadre de cette vidéo. Le gros de la vidéo va être en fait là pour parler de l'électrolyte de contrôle et ça va permettre de parler un petit peu des performances techniques que j'ai voulu rechercher. Voici l'éclairage avant avec un aspect esthétique absolument critiquable puisque c'est vraiment pas ça qui m'intéressait. Ce qui me préoccupait c'était le côté fonctionnel. Donc nous avons un boîtier fait d'aluminium et d'inox qui fait que ça ne craint pas l'eau et pas tellement les chocs. Au milieu, on a une LED de puissance utilisée avec une optique permettant de concentrer le faisceau, histoire que ça ne s'écarte pas trop. Et la LED est montée sur un radiateur de dissipation que vous avez là en plein milieu, qui est complètement exposé à l'air, ce qui fait que ça refroidit très bien. Le câble d'alimentation, lui, rejoint justement un boîtier contenant toute l'électronique nécessaire au fonctionnement, et on le verra tout à l'heure. Et voilà l'éclairage arrière, plus intéressant déjà sur la qualité du montage mécanique. Donc nous avons une équerre comme ça qui descend pour le déporter au bon endroit. Et là, vous avez l'éclairage, c'est-à-dire plusieurs LED CMS branchés en série. Vous voyez les fils d'alimentation qui descendent au milieu. Et l'ensemble, je l'ai noyé dans de la résine époxy bicomposant, c'est une sorte de moulage. Et c'est vissé à l'équerre par les deux boulons en inox que vous avez là. Donc l'ensemble est complètement imperméable et ne s'abîme pas avec l'eau. Ce qui fait que bien sûr ça résiste à la pluie, à la condensation et que ça se nettoie facilement avec un coup d'éponge imprégné d'eau sans risquer de le dégrader. Alors ici, protégé de l'eau et de tout, nous avons la batterie d'alimentation. Son câble rejoint le boîtier qu'on trouve ici, qui est également rejoint par les deux câbles venant des points d'éclairage. Il contient bien sûr toute l'électronique nécessaire au fonctionnement de l'installation et qu'on va détailler juste après. Dessus, on trouve l'interrupteur de commande de l'éclairage. Donc j'ai fait exprès de prendre un modèle étanche. J'ai pu rajouter dessus là un capuchon souple qui se visse. Et puis là, nous avons la prise sur laquelle on vient brancher un chargeur de batterie extérieur. Donc pareil, j'ai fait exprès de prendre un modèle où il y avait une languette souple spéciale qui permet de rendre la prise de rechargement étanche. Donc avec tout ça, normalement, l'eau ne peut vraiment pas pénétrer dans l'installation et faire des dégâts de type électrolyse par exemple. Voici ce que ça donne dans le noir complet pour montrer quand même un aperçu. Alors bien sûr, vous avez ici un rendu vidéo, ça n'est pas exactement la réalité, mais comme ce caméscope est quand même plutôt sensible dans le noir sans pour autant être extraordinaire, ça donne quand même, je trouve, plutôt un rendu assez fidèle. Alors donc c'est plutôt puissant à l'avant sans être un truc incroyable non plus, et c'est parfaitement visible à l'arrière. Voilà, donc ça me permet de vous montrer que l'installation fonctionne et de ne pas simplement présenter dans cette vidéo des schémas électriques qui seraient décorrélés de la réalité. Là, vous savez que ça fonctionne, même si je pense que vous me faites quand même plutôt confiance. L'interrupteur que vous venez de voir a deux positions en plus du off, ce qui m'a permis de fabriquer un système où on a deux niveaux de puissance disponibles. Donc là, c'est le mode normal, et là, en basculant, on passe en fort. Donc sur la vidéo, je pense qu'on voit bien la différence. Donc ça permet bien sûr de choisir entre puissance et autonomie en fonction de la route et de ce qui reste de disponible dans l'accu. Et on verra sur le schéma électronique comment on a fait pour obtenir cette possibilité-là. Bien, donc voyons maintenant comment tout cela fonctionne. Alors l'accu qui sert de source d'énergie ici est un accu qui a un module de protection intégré, le fameux PCM, qui protège entre autres contre les surcharges, les courts-circuits ou les sous-tensions. Donc c'est pas une cellule nue avec laquelle on a beaucoup plus le risque de faire des erreurs qui peuvent se terminer parfois en accident. C'est un accu qui est protégé. Et quant à la charge de cet accu, on ne va pas en parler ici, c'est assuré par un circuit externe spécialement conçu pour charger les accus de ce type-là. En toute sécurité, on va uniquement parler de l'éclairage. Alors dans cette installation, deux convertisseurs différents sont utilisés pour alimenter l'éclairage avant et l'éclairage arrière. Le premier montage qui alimente l'éclairage avant est performant sur le plan technique, mais en revanche, il n'est pas très intéressant à réaliser parce qu'il utilise un circuit intégré spécialisé qui en gros assure toutes les fonctions, qui sait tout faire en lui ajoutant quelques composants. Donc on le branche en gros et ça marche.
En revanche, le deuxième montage, celui qui alimente l'arrière, il est beaucoup plus bricolé, bidouillé, ce qui fait que je pense qu'il peut être plus intéressant pour des personnes qui souhaiteraient débuter dans les convertisseurs, puisqu'il va demander de calculer des composants, d'en assembler plusieurs par soi-même. On peut se louper effectivement, mais je pense que ça peut être intéressant pour débuter dans le domaine de l'électronique de puissance, surtout si vous voulez le modifier, ce montage-là, pour en faire, par exemple, complètement autre chose. Alors commençons par s'intéresser à l'éclairage avant qui m'a posé un problème technique tout à fait particulier du fait qu'il est réalisé en utilisant une seule LED blanche de puissance. Alors pour alimenter une LED, il faut idéalement lui imposer une circulation de courant de valeur constante, c'est-à-dire alimentée par un générateur de type générateur de courant ou une source de courant. Et quand on impose un courant constant à travers une LED, il se met à exister au bord de cette LED une chute de tension qu'on appelle en français la tension directe ou en anglais le voltage forward, abrégé à tous les coups par VF dans les documentations techniques. Alors cette valeur-là dépend de plusieurs paramètres, la température par exemple, mais avant tout la couleur de la LED. Et pour une LED blanche, on a un voltage forward qui tourne autour des 3,1 volts. Le problème avec les accus, c'est que la tension qu'ils fournissent n'est pas stable. Je vous ai dessiné ici à peu près le profil de décharge d'un accu lithium-ion de 3,7 volts. Donc ici à 0, on considère que l'accu est chargé à 100%, il sort tout juste du chargeur, et à ce moment-là, il fournit une tension assez élevée, environ 4,2 volts. Ensuite, au fur et à mesure, l'accu est utilisé, le temps avance, il se décharge, et la tension à ces bornes a tendance à décliner. Et arrivé à un certain seuil de tension, 2,8 volts habituellement, le PCM de l'accu doit couper les charges qui sont accordées en sortie, il réalise à ce moment-là un cut-off, de façon à ce que la tension à ces bornes ne s'écoule pas davantage, ce qui pourrait l'endommager chimiquement. Ce qui veut dire qu'au final, on se retrouve avec un accu qui est exploitable entre 2,8 volts et 4,2 volts environ. C'est ça qui pose un problème parce que le voltage forward de notre LED blanche se retrouve exactement dans l'encadrement de tension sur lequel on peut exploiter l'accu. Ce qui veut dire qu'en fonction de l'état de charge de l'accu, il faudrait pouvoir soit élever la tension, soit abaisser la tension pour se retrouver exactement au niveau de la LED à 3,1 volts. Ce qui pose la question de savoir quel type d'alimentation découpage on pourrait intercaler entre la batterie et la LED qui serait capable en permanence de pouvoir fournir un courant constant à cette LED. Alors le problème étant posé, on pourrait se dire, eh bien pourquoi pas intercaler ici un convertisseur de type buck, réalisant de l'abaissement de tension continue. Alors ce serait un buck qui serait configuré de manière à se comporter comme une source de courant et non pas comme une source de tension pour alimenter correctement notre LED. On aurait à l'entrée comme source notre accu lithium-ion et bien sûr à la sortie notre charge qui est notre LED de puissance. Alors le buck, lui, fonctionnerait très bien uniquement quand l'accu est fraîchement chargé, c'est-à-dire qu'il donne une tension assez élevée, puisque imaginons qu'à l'entrée ici, on raccorde un accu qui donne 4,2 volts. S'il faut à la sortie au niveau de la LED tomber à 3,1 volts, eh bien effectivement il faut abaisser la tension, le buck sait parfaitement faire ça, et pourrait donc assurer une circulation de courant constant dans la LED. Le problème qui se posait avec le buck, ce serait quand la tension d'accu tombe en dessous d'un certain seuil. Puisque imaginons que l'accu descende en tension et atteigne 3,1 volts, précisément le voltage forward de la LED, et bien à ce moment-là, vous verrez qu'on aurait un problème d'écluse, c'est-à-dire que le générateur ici ne serait plus capable, le buck ne faisant que de l'abaissement, d'injecter du courant dans la LED puisque la tension serait tombée trop bas. Donc avec un buck, on aurait un truc qui fonctionne très bien au début, puis arrivé à un certain seuil de tension, bien avant les 3,1 volts en réalité, puisqu'il y a des pertes en plus dans le convertisseur, on aurait un truc qui marcherait bien au début, puis qui s'arrêterait, et donc on ne pourrait jamais mettre toute l'énergie contenue dans l'accu dans la LED, ce qui est un petit peu dommage. Alors, voyant ce problème-là, de tension qui tombe trop bas, on pourrait se dire « Ah bah c'est facile, il n'y a qu'à employer un convertisseur boost qui lui est capable de réaliser de l'élévation de tension. » Alors avec le boost, on aurait un problème qui est symétriquement opposé, c'est-à-dire que ça marcherait très bien quand l'accu est faiblard, mais plus du tout quand l'accu est fortement chargé et présente une tension élevée. Alors imaginons qu'on utilise un convertisseur boost ici, si on branche à l'entrée un accu qui est faiblard, qui fournit par exemple seulement 2,9 volts ici, eh bien sachant qu'à la sortie au niveau de la LED il faut monter à peu près à 3,1 volts, eh bien il y a bien une différence. Le convertisseur boost peut tout à fait élever la tension de manière à assurer une circulation de courant à la bonne valeur dans notre LED. Pas de problème. Le problème avec le boost, ce serait quand la tension de l'accu est très élevée. Parce que le boost, de par sa structure, la tension minimum qu'il puisse délivrer à sa sortie est égale à la tension d'entrée.
Donc imaginez qu'on branche à l'entrée ici d'un boost un accu qui fournisse 4,2 volts. Si on néglige la résistance parasite de la bobine et qu'on néglige la chute de tension au niveau de la diode ici, s'il n'y a pas de commande sur le transistor, on retrouve notre 4,2 volts de l'entrée à la sortie. On se retrouve donc avec 4,2 volts appliqués directement aux bornes de la LED, ce qui est supérieur à son voltage forward, et à ce moment-là, il n'y a plus du tout de limitation de courant, on grille en théorie la LED instantanément. Et donc, on ne peut employer ici ni un convertisseur buck, ni un convertisseur boost, et on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à fournir un courant constant à notre LED de puissance. Alors la solution à tout ça, c'est le composant LTC3453, un composant assez simple à utiliser. Il faut en gros lui raccorder à l'entrée une source d'alimentation, donc notre accu lithium-ion, et à la sortie la LED de puissance qu'on veut alimenter. Ce composant intègre 4 transistors de puissance disposés à peu près en pont. Au milieu de ce pont est raccordée une bobine. Et en fait, les transistors vont être commandés par une stratégie de commande particulière qui est assez variable, ce qui va faire que le composant va être capable de se comporter soit en convertisseur buck, soit en convertisseur boost. Ce qui fait qu'il est capable soit d'élever la tension, soit de la baisser, ce qui va le rendre capable d'injecter en permanence un courant constant dans la LED, quelle que soit la tension que fournit effectivement l'accu lithium-ion. Donc ça résout tout le problème qu'on a exposé juste avant. Alors il faudra raccorder en plus quelques composants passifs, là c'est un schéma simplifié. Il possède des entrées analogiques avec lesquelles on peut lui commander de fournir tel ou tel courant à la LED. Je me suis servi de ça pour faire mes 2 niveaux de puissance disponibles, très simplement. Et il est intéressant aussi parce qu'avec lui, on peut obtenir un bon rendement entre 81% et 90% à peu près. Ça dépend du courant qu'on lui demande de débiter dans la LED et également de la tension exacte que fournit l'accu. Penchons-nous à présent sur l'éclairage arrière qui ne pose pas les mêmes questions techniques puisqu'il n'est pas fait de la même façon. Alors l'éclairage arrière est fait avec 7 LED rouges branchés en série, puisque en série c'est le meilleur moyen de pouvoir fournir facilement un courant constant à chacune des LED. Alors chaque LED rouge présente un VF de l'ordre de 1,9 volts. Si je l'arrondis à 2 volts, 2 x 7, 14. Il va nous falloir donc alimenter ça avec un générateur de courant constant pouvant au moins monter à 14 volts de tension en sortie. Alors pour réaliser ça, il suffit d'intercaler entre l'accu et la chaîne de LED un convertisseur boost spécial qui va fournir un courant constant de 20 mA. On peut le réaliser avec des circuits intégrés spéciaux, ça ne manque pas. La difficulté là-dessus, ça va être de trouver un petit circuit qui est compatible avec les tensions vraiment très basses, quelques volts, c'est-à-dire compatible avec un accu au lithium par exemple, mais ça peut se trouver. Alors moi, pour faire mon montage, je n'ai pas utilisé de circuit spécialisé pour LED, j'ai utilisé un circuit classique pour faire des convertisseurs boost, qui est le Max 1771, un truc un petit peu ancien me semble-t-il, mais qui est quand même tout à fait intéressant je trouve techniquement, et qui a l'avantage notamment de pouvoir supporter 2,7 volts seulement à son entrée pour fonctionner. Donc lui est fait pour faire des convertisseurs boost se comportant comme des sources de tension et l'objectif va être de le transformer en boost qui se comporte comme une source de courant. Alors avec lui, vous pouvez par exemple faire un petit convertisseur boost pour convertir la tension d'un accu au lithium en 5 volts continu pour alimenter un port USB. Ça peut permettre par exemple de fabriquer une power bank si on veut. Alors voici le schéma dans lequel on utilise habituellement ce circuit-là. Donc on a ici une tension d'entrée qui pourrait être fournie par notre accu. Là on a le circuit. Ici, on a les éléments classiques d'un convertisseur boost, transistor, bobine, diode, condensateur de sortie. Et là, on obtient notre tension de sortie plus élevée que là, que l'on veut donc exploiter. Alors, ce qu'on va à chaque fois trouver en sortie de ce style de convertisseur, c'est un pont diviseur résistif qui capte la tension de sortie et qui en ramène un échantillon réduit sur une des bornes du circuit, qui est très souvent nommée la borne feedback. Ça permet au circuit de connaître en permanence la tension au niveau de la sortie et, en fin de compte, d'ajuster la commande du transistor de manière à maintenir cette tension de sortie constante. C'est ce qu'on appelle faire un asservissement en tension. Et le but va être de modifier le circuit de manière à ce qu'on n'ait plus une tension constante en sortie, mais un courant constant qui circule dans la charge qu'on aura branchée. Alors voyons un peu plus précisément comment ça fonctionne. On a en fait en interne dans le circuit la borne feedback qui donne sur une entrée d'amplificateur opérationnel faisant partie du circuit. Sur la deuxième entrée de cet amplificateur opérationnel est appliquée toujours en interne du circuit une tension qui reste parfaitement fixe, fournie par une référence de tension qui vaut 1,5 volts précisément dans le cas de ce circuit-là. Ça peut être d'autres valeurs pour des circuits différents. Et en fait, ce que va faire l'amplificateur, c'est qu'il va faire en sorte d'avoir en permanence 0 volts entre là
est là, autrement dit de maintenir la tension entre masse et feedback et masse et la référence exactement constante. L'amplificateur va en fait produire un signal d'erreur destiné à piloter le transistor de manière à ce que l'erreur soit toujours annulée et ce que la tension de sortie reste constante. Donc bien sûr dans le circuit on va nous demander de calculer les valeurs des deux résistances ici pour obtenir la tension de sortie qu'on veut. Et plus précisément, si on s'intéresse un peu plus à ce qui se passe dedans, on va nous demander, si on analyse la formule de calculer les résistances du diviseur de tension de manière à ce que, pour la valeur de tension de sortie qu'on veut, il y ait exactement 1,5 volts, correspondant à la référence, entre la borne masse et le feedback, autrement dit, aux bornes de cette résistance-là. Donc ce qui veut dire que quand le circuit fonctionne normalement, il y a toujours 1,50 volts entre la masse et la borne feedback pour la tension de sortie que l'on veut. Alors voyons maintenant comment on pourrait modifier ce montage-là pour qu'il se comporte comme une source de courant. C'est ce que j'ai fait ici. Là, le circuit de puissance est exactement le même, c'est simplement les raccordements à la sortie qui ont été modifiés. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai branché au niveau de la sortie qui fournit la tension élevée, ma chaîne de LED à alimenter, et j'ai intercalé entre le moins de la dernière LED et la masse du circuit une résistance. C'est une résistance de shunt qui va être parcourue par le courant qui circule dans les LED et qui, de par la loi d'Ohm, va produire une chute de tension à ces bornes proportionnelle au courant qui circule dans les LED. J'ai ensuite raccordé la borne feedback du circuit au niveau de ce point-là, ce qui fait que la borne feedback lie en quelque sorte la tension présente aux bornes de cette résistance et donc quelque part connaît l'information courant qui circule dans les LED. Et comme le circuit, de par son fonctionnement, on l'a vu tout à l'heure, va essayer en permanence d'ajuster la commande du transistor de manière à maintenir la tension entre la masse et le feedback à 1,5 volts, eh bien ça va permettre de pouvoir maintenir un courant constant dans la résistance et donc dans les LED. Alors la dernière question qui se pose, c'est comment fait-on pour calculer la valeur de cette résistance de shunt? Eh bien c'est simple, R égale V sur I. Quelle tension on prend? Eh bien on prend la tension que le circuit va chercher à maintenir constante aux bornes de la résistance, donc entre masse et feedback, c'est 1,50 volts pour correspondre à la tension de référence. Et le I, eh bien, on prend le courant que l'on veut voir circuler constamment dans les LED, 20 mA, donc 0,02 A ici. Et en faisant ça, on a tout simplement un circuit qui se met à faire circuler un courant constant dans les LED. Voilà, donc ceci marche très très bien en théorie. Avec ce circuit-là, ça a marché du premier coup. Il faut savoir qu'avec certains circuits, une modification comme ça peut se terminer en instabilité, en grésillement, mais avec celui-ci, ça marche très très bien, et tant mieux. Le dernier problème qui se pose, c'est que on a transformé ce circuit-là en source de courant. Or, c'est un convertisseur boost. Ce qui veut dire que ça pose un problème si jamais la charge se retrouve déconnectée en sortie. Parce que si on déconnecte les LED qui sont branchés en sortie, le circuit d'asservissement va se rendre compte qu'il n'y a plus de courant qui circule dans la résistance. Que va-t-il se faire à ce moment-là, comme il se comporte désormais comme une source de courant? Eh bien, il va augmenter la tension de sortie de façon à essayer de faire passer toujours un courant dans la charge. C'est le principe d'une source de courant. Sauf que la charge n'est pas là, et donc cette tension peut atteindre théoriquement une valeur qui tend vers l'infini, ce qui est évidemment destructeur pour les composants, comme par exemple le transistor ou le condensateur. Donc en réalité, il faut bien sûr toujours mettre un moyen qui permet à la tension de plafonner par sécurité au cas où la sortie se retrouve déconnectée de la charge. Donc ce qui est fait dans les circuits autres que celui-ci, qui sont faits spécialement pour faire des drivers de LED, c'est qu'on va trouver exactement comme là, en plus du système de capture de courant, un pont diviseur de tension qui capte la tension de sortie et qui en ramène un échantillon sur une borne spécialement prévue à cet effet, ce qui fait que le circuit contrôle le courant et en même temps surveille que la tension n'atteigne pas une valeur dangereuse en cas de circuit qui se retrouve ouvert. Alors ici, nous n'avons pas cette borne spéciale permettant de faire ça, donc il a fallu s'arranger. J'ai ajouté une diode Zener entre ce point-là et le feedback. Elle est choisie avec un VZ plus élevé que les 14 volts qu'on est censé normalement trouver aux bornes de la chaîne de LED, pour pas planter le fonctionnement du circuit. Et donc, en cas de circuit ouvert, elle se met à conduire et assure un plafonnement en tension. Donc voilà globalement comment ça fonctionne. Je vous ai mis un schéma sur mon site, vous avez le lien en description avec quelques explications en plus, puisque je pense que c'était nécessaire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai ajouté en plus de tout ça, de l'éclairage, un comparateur de tension, un LM393 dans le circuit, qui compare la tension de référence du Max 1771, puisqu'il y a une borne qui l'a fournie à l'extérieur, c'est pratique, à la tension fournie par la Q, en passant par un diviseur de tension. Ça permet de faire un petit voyant batterie faible qui nous indique quand la Q commence à descendre trop bas au niveau tension, ce qui évite de se retrouver comme ça en rade d'éclairage, puisque le PCM coupe l'alimentation en dessous des 2,8 volts, on l'a vu tout à l'heure. Et on termine avec quelques mots sur la mise en forme finale de ce montage. Alors je n'ai pas eu le temps pour ça de faire de circuit imprimé ni d'en faire un. J'ai donc opté pour un truc qui ne peut être qu'à déconseiller et qui est le montage en l'air
à usage définitif. Alors j'ai quand même pris soin de le soigner ce montage, c'est-à-dire que les composants sont noyés dans une colle qui reste rigide à la fin. Le but c'est que les brasures ne puissent pas subir les vibrations du vélo et se briser, et pour l'instant ça tient tout à fait bien la route. L'ensemble a été verni pour éviter tous les problèmes que peut poser l'humidité. J'ai pris soin de faire entrer les fils non pas en direct mais par des borniers. Malgré la colle, ça facilitera quand même le démontage en cas de besoin. Le boîtier se ferme par emboîtement et j'ai ajouté dans l'emboîtement de la colle pour faire office de joint. C'est vraiment important d'avoir le montage le plus fiable possible pour une application pareille et ce sera le mot de la fin puisque cette vidéo se termine.